Bonjour, bienvenue à l'École nationale supérieure de création industrielle Les Ateliers à Paris. Nous vous accueillons aujourd'hui pour les soutenances du master spécialisé Sustainable Innovation by Design et nous avons un temps maintenant pour écouter la soutenance de Laurane Coudrier. Elle va être entendue par le jury présidé par Céline Marcelot, avec Joseph Mazoyer et Xavier Lesage, et soutenue aussi par ses deux directrices de thèse professionnelles, Maëlle Fouquenet et Apolline Legal. Tu as donc 30 minutes de présentation, 20 à 30 minutes de questions. À toi la parole. Merci Geneviève. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui ici. Donc, Laurane Coudrier. Je vais vous présenter les résultats de ma thèse professionnelle. Data Never Raw. Exploration des pratiques du design comme levier à la problématique du gender data gap systémique. Alors rapidement, je vais vous parler de mon parcours. Pour résumer, en fait, j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire, mais finalement, en fait, il y a toujours eu un petit fil rouge sur le design et l'innovation, de par d'abord un master en droit de l'innovation, puis après par différentes formations, notamment au Centre Michel Serres pour l'innovation, où j'ai pu travailler en mode projet et en groupe interdisciplinaire avec des designers. J'ai travaillé ensuite dans une association où j'ai pu expérimenter le legal design et le design fiction. Et ensuite, j'avais envie d'aller plutôt dans un univers un peu de maker, où donc j'ai travaillé dans un Fab Lab et j'ai fait une formation dans un Fab Lab à Montreuil, où j'ai appris à maîtriser donc des logiciels de CAO, d'imprimante 3D, ce genre de choses. Et ensuite, mes pas se sont portés vers un lab d'innovation publique où j'ai plutôt travaillé du coup sur des pratiques de co-design, des ateliers d'intelligence collective. Et c'est cet premier petit pas qui m'a donné envie justement après de faire le master Innovation by Design à l'ENSI. Je voulais justement que mes pratiques du design soient un peu plus holistiques. Voilà. Et donc c'est pour cette envie-là que j'ai rejoint IBD. J'étais en contrat professionnel dans une coopérative qui s'appelle Data Activist. Donc c'est une coopérative qui travaille dans l'open data et dont l'objectif est de rendre les données utiles et utilisées. Et on travaille notamment surtout avec des acteurs publics. Ce qu'on ne voit pas dans ce parcours, c'est que dans mon parcours, dans ma vie personnelle aussi, donc il y a eu tout un pan aussi sur le militantisme, le féminisme et une déconstruction aussi sur notamment le genre. Voilà, qui résume aussi un peu ce parcours-là. Donc quand je suis arrivée en fait, à IBD, tout de suite j'avais eu envie dans cette thèse professionnelle de mélanger trois choses, qui étaient en fait le design, la data et le genre. Donc en fait je me suis rendu compte rapidement qu'on avait beaucoup de choses qui étaient faites sur le design et la data, mais aussi des choses qui étaient faites sur la data et le genre, mais les trois ensemble, finalement, pas tant que ça. Et donc c'est un peu cette intersection que j'ai voulu un peu essayer d'aller chercher et d'aller creuser. Alors pour mettre un petit peu un contexte dans tout ça, en fait on parle d'une notion de datification du monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait tous nos aspects de notre vie sont numérisés, c'est-à-dire quand on se lève le matin, on va pouvoir avoir traqué notre sommeil, on va avoir des applications de nutrition, donc finalement en fait on assiste à une mise en données du monde et on se rend compte que presque tous les aspects de notre vie sont numérisés et sont mis en données. C'est ce que les anglo-saxons appellent notamment donc le big data. Et en fait, il y a des vertus, bien évidemment, à cette mise en données du monde, mais d'un point de vue militant, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, en fait, les standards actuels de la science des données peuvent contribuer à renforcer les inégalités et contribuer aussi à l'organisation capitaliste et patriarcale de la société. Donc par conséquent, et en fait souvent, généralement, donc de manière involontaire, en fait, il y a des minorités et leurs intérêts qui vont être invisibilisés. Et on voit qu'ils vont subir des violences, et notamment des violences systémiques. Donc ma problématique, c'est ce gender data gap. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ce qu'on appelle le biais qui est dû au manque de données genrées dans les jeux de données. Je vais revenir après sur ces définitions-là. Et donc en fait, ce gender data gap, tout simplement, c'est le fossé qui va creuser les inégalités qui sont dues au manque de données genrées. Et donc ça va provoquer des discriminations, notamment pour les femmes, pour les dissidents et les dissidentes de genre et les personnes marginalisées. Donc on voit qu'en fait, ce problème qui est en ligne va avoir des conséquences hors ligne. Donc comme je l'ai dit, invisibilisation, violence et manque d'équité. Ce que j'ai voulu rapidement, quand j'ai commencé mes recherches, on m'a tout de suite dit mais qu'est-ce que la donnée ? C'est quoi un jeu de données ?
Donc, juste pour redonner une définition assez simple, la donnée, c'est juste une unité individuelle d'information. Et le jeu de données, c'est en fait une collecte d'informations. C'est un ensemble organisé de ces données. L'algorithme, lui, ça va être une série d'instructions logiques qui va être utilisée pour traiter ces données. Donc, j'en parle aussi un petit peu dans mon mémoire, donc du machine learning et des biais dans les algorithmes, mais ce n'est pas ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Nous, on va vraiment être sur le niveau du jeu de données. Donc, quand on parle des données genrées, donc les données genrées, donc c'est une définition qui est donnée par Maël Fouquenet. Les données genrées, elles sont brutes, elles sont collectées et présentées désagrégées par sexe. Elles prennent en compte les stéréotypes et autres biais. Elles reflètent les questions et les problématiques liées au genre. Et elles peuvent être qualitatives ou quantitatives. Et on se rend compte, en fait, qu'il y en a, le fait qu'il y en ait beaucoup moins, que cette sous-représentation est de plus en plus critiquée. Aujourd'hui, en fait, et depuis ces 5 dernières années, on se pose beaucoup de nouvelles questions. On se rend compte que, en fait, on est passé d'un aspect technique, vraiment de cette notion de données, à un aspect plus politique. Aujourd'hui, on se pose des questions. On se demande, mais qui est compté? Qui est-ce qui décide? Qui va créer les récits aussi autour de ces données? Donc c'est vraiment important en fait de se poser cette question, et c'est seulement depuis à peu près ces 5 dernières années qu'on a ce changement. Quelque chose qui est revenu beaucoup aussi dans mes recherches, c'est cette notion de être compté revient à être pris en compte. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas collecter de données, ça peut être un acte politique. On se rend compte en fait que ne pas être représenté, ça peut signifier ne pas exister. Il y a quelque chose qui est très important, c'est l'exemple des féminicides. Quand le collectif Nous Toutes en France a décidé donc de compter les féminicides et de donner une définition large des féminicides en disant que c'est le meurtre d'une femme dû à son genre, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de féminicides. Et c'est ça qui a créé un débat de société et qui a permis qu'on puisse en parler encore plus. C'est parce que c'était cette manière-là spécifique de compter qui a permis de voir et donc de désinvisibiliser en fait ce qui était en train de se passer. Donc ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte les intérêts des personnes concernées. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que, par exemple, on se rend compte que sous le gouvernement Trump, il y a eu des données qui ont été mises, des données concernant l'identité de genre qui ont été utilisées de manière discriminatoire et notamment, par exemple, les personnes non-binaires ou des personnes transgenres se sont vues refuser l'accès à des professions comme, par exemple, des professions militaires ou certaines parties de leur couverture sociale. Donc compter revient à être pris en compte, mais aussi à être catégorisé. Et on sait que quand on compte les gens, en fait, ça a toujours été mis en place historiquement pour un peu exclure, pour mettre des étiquettes sur les gens. Et en fait, peut-être que la grande question, c'est de se dire que c'est pas simplement, on voudrait pas, l'idée c'est pas de catégoriser mieux, mais peut-être de réfléchir à ne plus catégoriser ou décider de ne pas avoir envie d'être catégorisé. On ne peut pas mettre les gens dans des cases, parce qu'on va vraiment en fait les figer dans l'espace et dans le temps. Donc là, pour revenir sur quelque chose de plus tangible, je vais vous donner des exemples. Donc ce Gender Data Gap, en fait, on voit que parfois, donc, le jeu de données, souvent il n'existe pas. Donc là, on constate qu'il y a une absence de données. C'est par exemple le cas des mannequins crash test dans les voitures auto. C'est que des mannequins donc hommes. Et donc on n'a pas de données spécifiques à une morphologie féminine. Donc là, ça n'existe pas. Mais parfois, on a des données genrées qui existent. Mais même à ce moment-là, quand les données genrées existent, en fait, on voit qu'il peut y avoir d'autres problématiques. C'est que soit il y a une absence d'évaluation. Par exemple, l'arrêt à la demande dans les bus après une certaine heure, on sait que ça existe, mais il n'y a pas d'évaluation de ce dispositif. L'absence d'analyse aussi, par exemple, les effets indésirables des médicaments. On sait quelle personne va tester quel médicament, mais on ne va pas se rendre compte, on ne va pas relever en fait, l'identité de la personne. Et ensuite, on constate aussi une absence d'action. Par exemple, sur certaines données, comme des sujets comme l'endométriose, où en fait on sait qu'il y a des choses à faire, mais en fait, sur ces sujets-là, il n'y a pas d'action, on n'en fait rien. Donc tout ça est référencé dans un livre qui s'appelle Femmes invisibles de Caroline Criado-Pérez, et donc qui montre en fait tous ces exemples très tangibles de ce qui provoque ce manque de données genrées. Donc moi, ce que j'ai voulu me poser comme question à ce moment-là, c'était de savoir que peut le design face à cette notion de gender data gap. On s'est rendu compte que en fait, les conséquences de ce fossé sont édifiantes et que en fait, ça provoque des problèmes systémiques. Et systémiques, pourquoi? Parce que c'est à chaque moment du cycle de vie de la donnée qu'il peut y avoir en fait des biais. Et donc, moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est de me demander comment en fait le design peut contribuer à lutter contre ce gender data gap.
et quels peuvent être les outils qui peuvent être mobilisés et quel va être le rôle donc, du design dans ce contexte-là. Donc, je vais rapidement vous présenter la méthode que j'ai utilisée. Donc d'abord, il y a eu des lectures et des entretiens. Donc j'ai pu interviewer 2 profils de personnes, notamment donc d'abord des designers qui travaillaient plutôt dans la donnée, et plutôt ensuite des personnes qui venaient plutôt donc du numérique et de la tech, qui travaillaient plutôt sur des questions de genre. Donc par exemple des data journalistes, des data scientists, des militants technocritiques ou cyberféministes. Ensuite, j'ai voulu étudier des biais à chaque étape du cycle de vie de la donnée. Je me suis dit que c'était à ce moment-là qu'il fallait vraiment essayer de voir, décortiquer ce cycle et de voir en fait quels étaient les biais à quel moment. Et puis ensuite, donc, j'ai essayé de tenter 3 expérimentations en mobilisant 3 pratiques du design. Donc c'est ce que vous pouvez voir donc, sur ce schéma. Donc j'ai voulu d'abord aller en amont du cycle de vie de la donnée en me disant, voilà, la donnée n'existe pas, pourquoi elle n'existe pas. Et donc mon enjeu de design, c'était de savoir comment on pouvait questionner l'inexistant, produire et visibiliser les données de manière différente. Et pour ça, j'ai voulu mobiliser donc, le design participatif. Ensuite, j'ai voulu aller au point qui était donc de zoomer sur la collecte de la donnée. Et pour ça, donc, mon enjeu, ça a été d'essayer de voir comment on pouvait collecter de manière différente, collecter des contre-données et comment faire émerger donc, des récits qui seraient des récits divergents. Pour ça, j'ai voulu mobiliser donc, un aspect du design critique. Et enfin, j'ai voulu passer au moment de la représentation de la donnée, c'est-à-dire la visualisation de la donnée. Et mon enjeu, c'était vraiment de penser une communication des résultats différentes, essayer de voir en fait comment on pouvait avoir des résultats qui utilisent plutôt les émotions et le sens. Et là, j'ai voulu mobiliser le design d'information. Voilà, ça c'était pour la méthode. Donc rapidement aussi pour les Critical Data Studies, donc il y a eu 2 grands ouvrages qui ont été à ma base de travail, qui sont Data Féminisme de Dinasio et Klein, qui est un recueil vraiment qui était assez intéressant, où il y a un guide qui parle vraiment de la science de la donnée d'un point de vue féministe et intersectionnel. Et un deuxième ouvrage qui est celui de Kevin Goyan, qui s'appelle Queer Data, qui veut lui montrer en fait que les communautés LGBT ne sont pas représentées dans les données collectées, et qu'en fait, il y a aussi des biais de données qui vont délégitimiser les expériences de vie des personnes queer. Donc, pour la première partie, donc les biais à chaque étape du cycle de vie de la donnée, j'ai vraiment essayé de voir où est-ce qu'on pouvait avoir, enfin, quels étaient les biais. Donc, dès le moment de la création, on se rend compte qu'il peut y avoir des biais dans les biais des concepteurs et des biais chez les décideurs. On se rend compte que, en fait, il peut y avoir des biais cognitifs. Et que parfois les décideurs, à défaut d'expérience vécue, en fait, ne s'informent pas forcément en fait, sur des communautés qui peuvent être des communautés donc, marginalisées. Et on se rend compte aussi, par exemple, pour le traitement de la donnée, parfois on accepte d'utiliser des outils dont on sait qu'ils sont déjà biaisés, mais on les utilise quand même. Donc ça peut être une problématique aussi, que je creuse un petit peu dans mon mémoire. Ensuite, sur l'analyse et la représentation, on sait qu'on peut avoir aussi une partialité humaine qui peut être faite derrière un graphique, un visuel. Il y a toujours un humain en fait derrière. Et ensuite aussi sur le stockage des données à la fin, on sait qu'il peut aussi y avoir une non-neutralité de différentes infrastructures numériques. Donc c'est tout ça que j'ai voulu creuser. Et donc là, par rapport à mes expérimentations, donc, j'ai mis donc, 3 leviers. La première, donc, c'était vraiment le questionnement de l'existence de la donnée. Donc j'ai voulu faire une première expérimentation. Et donc l'idée, c'était de donner à voir ce qui n'existe pas. Et j'ai regardé les travaux d'un designer qui s'appelle Andy Kirk, qui travaille sur le design du rien. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, il expliquait que les données manquantes, elles pouvaient être aussi révélatrices que les données elles-mêmes. Et notamment, il parle d'une étude sur les ours polaires en Arctique et donc d'un graphe où finalement, ils avaient demandé les données à la Russie, sur des territoires russes, et la Russie n'avait pas donné les données démographiques sur les ours polaires. Et donc, au lieu de dire qu'ils n'avaient pas les données, ils ont juste assuré en disant que c'était politique, que ces données-là n'étaient pas délivrées, et ils sont allés chercher ces données-là en prouvant bien qu'ils en avaient besoin. Et c'était un aspect politique de de montrer que ces données n'étaient pas là et qu'elles n'existaient pas. Donc moi, ce que j'ai voulu faire avec ma première expérimentation, j'ai fait 2 kits en fait. J'ai fait un premier kit de médiation à usage interne au sein de la coopérative Data Activist, un kit de médiation aux données de genre, et j'ai fait un second kit pour générer des besoins en datasets, donc en données.
Et donc c'est sur celui-ci que je vais m'attarder. Et je me suis basée sur les travaux d'une designer et une artiste américaine qui s'appelle Mimi Onuowa. Et en fait, elle a voulu représenter des données qui n'existaient pas, donc dans une box comme vous voyez ici. En fait, c'est des fichiers vides. Il y a juste des titres et c'est des fichiers vides. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de mettre en fait un dispositif de médiation pour faire la même chose et pour faire réfléchir les gens aux données qui n'existent pas et dont ils ont besoin. Donc pour ça, j'ai mis en place au sein de l'ENSI en avril dernier une boîte pendant une semaine pour essayer de récupérer en fait des données. Et la question que j'ai posée aux gens, c'était de savoir, je leur demandais, avez-vous le souvenir d'une donnée qui a pu vous manquer récemment dans votre vie professionnelle ou personnelle, qui aurait pu apporter plus d'équité et plus de justice sociale. Donc cette box est restée pendant une semaine à l'ENSI et j'ai récolté à peu près 52 besoins en dataset. Donc j'ai fait moi-même ma boîte avec les besoins que vous pourrez voir là-bas aussi que j'ai accroché. Voilà, donc il y a eu par exemple le nombre de données dans un data center, le nombre de cœurs brisés en France par an, ce genre de choses. Mais ce qui est important à voir, et mes résultats, c'est que finalement sur ces 52 propositions, il y en avait 13 qui faisaient état d'un manque de données genrées. Et donc on se rend compte que même en posant une question large, finalement les gens, même à cette petite échelle, on voit qu'on fait émerger des besoins en données genrées. Et donc voilà, vous avez pu avoir le nombre d'enfants vivant dans des familles queer aujourd'hui en France, ou par exemple le nombre de données sur le nombre de femmes et de minorités de genre qui ne souhaitent pas avoir d'enfants par choix. C'est par exemple 2 réponses que j'ai récoltées. Donc ça, c'était ma première expérimentation. Et donc, ce que je me pose comme question, c'est en tant que designer, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On voit là que le rôle du designer, ça peut être d'aider, d'accompagner, et faire aussi des remontées terrain. Donc ça peut favoriser aussi ces problématiques de comprendre les personnes qui sont concernées. Sur ma deuxième expérimentation sur la collecte, ce que je me suis rendu compte, c'était que l'idée, c'était de faire émerger des récits divergents. Donc là, je me suis aussi intéressée au mouvement hacker, aux makers et au xénoféminisme. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là se approprient les termes. Par exemple, on essaye de plus parler, donc on a un autre vocabulaire pour faire émerger des nouveaux récits. C'est se dire qu'on ne parle plus par exemple de serveurs, mais plutôt de jardins. Parce que les serveurs numériques, ça peut imposer, avoir des idées de servitude par exemple. Et donc il y a une réappropriation par le vocabulaire. On veut aussi essayer de collecter des contre-données en utilisant des petites données, c'est ce qu'on appelle les small data. C'est se dire qu'en fait, on veut avoir des données plus subjectives. Et par exemple, là pour avoir un exemple tout simple, c'est se dire si on veut des données sur les relations amoureuses des étudiants sur un campus, on va leur demander à eux, on va aller sur le terrain et on ne va pas aller traquer leurs applications de rencontres par exemple. C'est la distinction entre petite data et small data et big data. Et donc moi ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai fait des petits exercices d'écriture qui s'appellent les micro-utopies. Et je me suis basée sur les micro-dystopies de François Oust, qui est une personne qui a créé ça en 2018 sur Twitter. Et donc il y avait 3 règles, c'était des petites histoires qui étaient mises sur Twitter, avec à chaque fois un ajout technologique et un format très court. Et donc j'ai contacté François Oust pour lui demander si je pouvais moi-même faire des ateliers d'écriture en faisant des micro-utopies. Donc il a accepté de m'accompagner sur ce sujet-là. Et donc je vous explique rapidement le protocole que j'ai utilisé. Donc c'est une situation du quotidien. Se sentir par exemple en insécurité quand on rentre chez soi la nuit et qu'on n'a pas envie de prendre un taxi. On a un changement positif de l'utilisation d'une technologie, par exemple, ou d'une innovation sociale. Donc demain, la descente à la demande partout dans la nuit est actée. Les bus peuvent s'arrêter et vous déposer à n'importe quel moment. Et donc, un exemple d'une micro-utopie, ça pourra être la descente à la demande dans le bus après une certaine heure avait été testée. Cela avait permis à tous d'arpenter sereinement les rues. Les données récoltées sur cette première expérimentation ont montré que cela fonctionnait et on a pu l'étendre à la totalité du territoire. Voilà, donc j'avais mis 2 exemples aussi. On part de cette injustice sociale et on imagine une situation. Moi, j'ai voulu essayer de tordre cette micro-dystopie en faisant des utopies. Et en se disant, voilà, on veut voir ce qui peut être bien, ce qui peut se passer quand on essaye de confronter ce réel. Et donc les résultats liés à mon Gender Data Gap, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on collecte collectivement et on va porter un œil critique sur notre quotidien.
Donc oui, donc il y a eu 2 ateliers d'écriture qui ont eu lieu en juin dernier. Donc il y a eu 2 ateliers avec une dizaine de personnes à chaque fois, voilà, qui étaient début juillet. Et on se rend compte aussi que donc, même en posant une question plus large, j'avais volontairement posé une question plus large que juste sur le genre, mais pareil, on se rend compte que ça revient quand même, et notamment donc, il y en a eu 2 que je vais vous lire et que vous pourrez aussi lire tout à l'heure à côté. Zoom comptait désormais le temps de parole accordé aux hommes et aux femmes. Un temps trop inégal et les personnes se voyaient couper leur micro. Les DG de la boîte n'avaient plus la parole depuis 4 jours. Et donc il y en avait un autre, c'était « Maintenant que l'Académie de Paris avait enfin décidé de numériser les dossiers des élèves et de supprimer la question sur le genre, Sacha n'avait plus besoin de créer à la main une nouvelle case sur les 15 formulaires différents. » Donc, en tant que designer, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, en mobilisant ce design fiction, ce design critique, on voit qu'on va apporter en fait cette posture critique, et on se rend compte aussi qu'on peut avoir une approche petite donnée, c'est-à-dire justement faire passer les gens avant les données. Voilà, donc ma dernière expérimentation, c'était sur la représentation, donc la représentation visuelle, et je me suis posé la question de comment on peut représenter la donnée. Aujourd'hui, en fait, on est habitué à avoir énormément de données. Partout, on en a tout le temps, on est saturé de graphes, de schémas, tout ça. Et en fait, donc, on se rend compte que maintenant, pour toucher les gens, c'est une designer d'information italienne qui s'appelle Giorgia Lupi qui en parle et qui dit que justement, il faut envisager des visualisations plus réfléchies, plus personnelles. Et donc, on a un concept qui s'appelle le concept de data viscéralisation. Alors, c'est un mot un peu complexe, mais qui veut simplement dire qu'on veut essayer de digérer mieux les données. On veut essayer de, par exemple, utiliser une approche plus sensorielle, utiliser plutôt d'autres sens que la vue. Donc, par exemple, l'odorat, le goût ou le toucher. Et donc, il y a des choses qui ont été faites là-dessus. Par exemple, donc, une designer qui s'appelle Émilie Perotto. Donc là, vous voyez une de ces sculptures où, en fait, c'est 2 histogrammes qu'elle a calés les uns contre les autres. Et en fait, il y en a un, c'est la part des 10 pays les plus producteurs de quantité de diamants dans le monde. Et l'autre, c'est la part de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans ces mêmes pays. Et en fait, on voit qu'en touchant, ça apporte une sensation, vraiment, on permet d'ancrer, en fait, véritablement ces données dans quelque chose de réel. Ça permet vraiment d'incarner aussi d'une manière très forte. D'autres exemples aussi que j'ai trouvé vraiment très intéressants, c'est un projet d'une designer qui s'appelle Johanna Neisbaum qui parle en fait, qui elle a fait une topographie sur ses données personnelles en utilisant le nombre de cafés qu'elle a bu pendant une semaine. Voilà, donc c'est la petite tasse que vous voyez. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a un collectif qui s'est posé la question du goût des données et qui a mélangé un concept de design culinaire et de data viscéralisation. En proposant en fait justement des choses qu'on peut manger. Et là, on a des petits cercueils imprimés en imprimante 3D. Et en fait, les 5 garnitures représentent les différentes causes de décès les plus courantes en Belgique. Voilà, donc il y a eu des tests et des expérimentations qui ont été faites là-dessus. Moi, ce que j'ai voulu faire un peu la même chose. J'ai voulu faire une expérimentation aussi. Je l'ai appelée donc Form Follow Data. Et j'ai utilisé moi une visualisation qui vient d'un rapport Ipsos qui montre en fait le pourcentage de personnes qui se définissent comme personnes transgenres, non binaires ou non conformes ou fluides. Et en fait, on constate que ce pourcentage varie de 1 à 6% donc, par rapport au pays. Donc c'est un panel de 30 pays et il y a eu environ 22 000 répondants et répondantes à ce questionnaire. Donc je me suis basée sur ces informations-là. Et j'ai voulu essayer de faire, moi, ma propre data viscéralisation, en essayant justement de visualiser en fait ça et en matérialisant en fait vraiment cette différence. Et donc on voit, en creusant, donc j'ai utilisé une plaque de lino, et en creusant les sillons en fait de différentes tailles, je voulais matérialiser en fait ces différentes données sur les identités de genre. Et donc j'ai choisi à chaque fois de façon aléatoire 6 pays, mais avec chaque fois un pourcentage différent. Et en fait, j'ai voulu représenter ces données sous forme de vagues avec cette idée que en fait, vraiment, la forme suit la donnée. Et pour finir, donc, pour avoir ce résultat-là, je me suis dit que j'allais le donner dans les mains des personnes pour que ces personnes puissent toucher et pour que ces personnes puissent ressentir. Et donc, il y a une personne qui m'a dit, par exemple, la vague, on dirait que c'est le côté fluide. Est-ce que c'est pour montrer la fluidité de genre? Voilà. Donc, ça, c'était intéressant.
comme retour. Et en fait, vraiment, ce qui est important, c'est de savoir que voilà, on peut le mettre dans les mains des gens et les gens peuvent voilà, toucher et ressentir. Donc c'est faire réagir vraiment et c'est se reconnecter et s'approprier ces données par ce travail-là. Donc là, on voit qu'en tant que designer, ce qu'on peut faire, c'est adopter vraiment une posture donc sensible et de représentation du réel avec cette notion donc, de viscéralisation. Je passe à la conclusion. Donc, les effets du design concernant la problématique donc, sur les inégalités de genre dans les données. Donc, j'ai relevé 3 aspects. Déjà, c'est prendre mieux en compte donc, les personnes concernées. Potentiellement, le design peut aussi ajouter de la fluidité en proposant justement des nouvelles méthodes, donc des nouveaux outils aussi. On peut aussi donc, intégrer de nouveaux récits, avoir cette approche petite donnée justement, donc aller sur le terrain. Voilà, regarder aussi là où on n'a pas forcément l'habitude de s'attarder. Et aussi donc ajouter de l'intime et introduire une dimension plus sensorielle aussi dans ces données en tant que designer. Moi, ce que j'en ai retenu, ce que j'ai retenu de cette année, de cette formation, donc pour moi, en fait, je suis vraiment convaincue que en fait, les méthodes et les outils de design peuvent faire émerger vraiment des nouvelles pratiques, notamment donc, en ligne et hors ligne, et entraîner vraiment plus de justice sociale, plus d'équité. Et en fait, qu'on peut aussi... moi, j'aimerais pouvoir contribuer à la possibilité d'identifier des leviers, toujours à différentes échelles. Et donc, par rapport à ce que j'ai pu montrer et la suite par rapport à mon parcours et à la fin de cette formation donc, à l'ANSSI, l'idée, c'est de travailler sur un article scientifique, donc un data paper, sur les travaux qu'on a fait avec Maëlle Fouquenet au sein de Data Activist, voilà, sur des tags genrés et sur des métadonnées. Donc ça, c'est en cours. Ensuite, j'aimerais bien essayer de continuer des ateliers de design fiction de micro-utopie, comme celle que j'ai effectuée cet été. Et aussi pouvoir poursuivre donc, des travaux sur le numérique, sur les technocritiques, via des pratiques de recherche-action, et notamment dans une association dont je fais partie qui s'appelle le Mouton Numérique. Voilà, et je tiens donc à remercier vraiment toutes les personnes de cette formation. Merci à l'ANSSI de m'avoir donné la possibilité de faire cette thèse professionnelle, et merci donc à mes tutrices aussi d'avoir été là toute l'année. Merci beaucoup. Vous pouvez aller regarder les installations, et je suis là pour toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Laurane. On va passer la parole à Maëlle Fouquenet et à Apolline Logan. Je suis très contente pour toi déjà d'avoir présenté ton mémoire avec assurance. Okay. Relative, mais là, quand même, avec des résultats, c'est quand même important. Et puis, avec une envie derrière d'aller plus loin. Chez Data Activist, tu nous as amené de l'énergie sur ce sujet, des points de vue différents, peut-être plus profonds aussi sur certains points qu'on n'identifiait pas. Donc je suis très contente de cette collaboration. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer, on verra. Et que tu trouves des façons et des chemins de continuer à travailler sur les sujets qui te sont chers. Bonjour. Moi je voulais souligner juste plusieurs points. Le fait que toi, tu es arrivé avec ton profil très interdisciplinaire, avec beaucoup de choses que tu as traversées, et je trouve beaucoup d'envie avec l'ANSSI de creuser des choses, et que tu t'es saisi de beaucoup d'opportunités, et on le voit bien dans le parcours, dans le mémoire, dans les expérimentations, etc. T'accompagner, c'était super riche, parce que tu as envie de faire beaucoup de trucs, il y a plein d'idées, ça se voit un petit peu dans le mémoire, parfois c'était un peu ça qui était important à canaliser, quoi. Mais avec beaucoup de générosité, beaucoup de détermination. Ça, moi, j'ai trouvé ça très fort dans ton travail. Je trouve que le sujet du mémoire, c'est hyper intéressant, entre guillemets actuel, dans le sens où il y a des vrais enjeux, et je trouve que le déplacement que tu as fait, il était intéressant, et qui est lié aussi à ton positionnement politique et militant, mais de ne pas être sur un enjeu très technique, alors que tu aurais pu l'être sur un truc très technique, de par ton profil et la qualité technique que tu as, mais et aussi ton contrat pro,
coopératives sur les données, machin. Et tu l'as traité pas du tout comme ça, tu l'as traité vraiment politiquement, sur le sens, sur les usages, sur les vies, sur les expériences. Ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, tu t'es saisi de toutes ces perches théoriques, mais concrètes aussi. Et je trouve que voilà, c'est un mémoire qui est assez à ton image et que tu as réussi à tirer les fils de tout ce qui t'habite. Et il y a beaucoup de choses qui t'habitent, mais voilà. Excusez-moi. Et par contre, je voulais souligner que tu as vraiment joué le jeu de l'ANSI et de ce que ça pouvait t'apporter, c'est-à-dire d'aller creuser l'aspect théorique d'une part, mais aussi beaucoup des expérimentations, les mains dedans, la formalisation dans le mémoire, formalisation des ateliers, des dispositifs, y compris des dispositifs de data viscéralisation, etc. Dans la soutenance, on voit. Et dernier point, je suis hyper contente de la soutenance que tu as faite. Je trouve qu'elle amène beaucoup de clarté par rapport à ton mémoire. Elle redonne bien à lire toutes les étapes du raisonnement. Elle remet bien en valeur tes résultats, parce que tu en as. Et je trouve que du coup, elle remet bien en perspective toute la démarche que tu as menée sur toute l'année. Et je trouve que ça a fait un super contrepoint, contre-récit un peu aux mémoires que tu nous as fournies. Et donc, moi, je suis ravie d'avoir vu cette soutenance et la qualité de ta soutenance. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé la lecture du mémoire, et là, j'ai beaucoup aimé ce que je viens de voir. Le premier truc que j'ai aimé, c'est que je ne suis pas forcément militante ou autant, mais je suis femme, et donc j'ai appris plein de trucs. Et ça, pour moi, c'est le premier des enseignements, c'est que la citoyenne lambda, les citoyens lambda ne sont pas au courant du problème que tu soulèves. Et donc du coup, je vais tout de suite sur le truc qui m'a fâché un peu, c'est que je me suis dit, en fait, c'est ça le problème. On pourrait aboutir à un mémoire qui nous dit, le problème, c'est ça, donc je vais le donner à voir. Et on pourrait avoir des propositions certes on y est, mais de visualisation autre, où on parlerait de l'impact que l'on veut avoir sur des masses. On n'avait pas ça, mais c'est pas grave, parce que si tu veux bien revenir en arrière, il y a une slide où je trouve vraiment tu réponds à toutes mes questions, c'était parfait. Non, c'était après, je pense que c'est l'avant-dernière. Celle-ci ? Non, celle-là. Voilà, l'article scientifique va permettre de répondre à mon besoin, de faire savoir l'ampleur du problème. Moi, sincèrement, la lecture, c'était une micro-utopie sur... elle arrive dans l'open space, elle peut se mettre en t-shirt. Non, mais c'est tellement ma vie. Je ne l'ai pas lu celle-là, mais oui. Il y en a plein. Là-dedans, il y a des pépites un peu partout. Et donc, je te l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, moi qui ne connaissais pas cet exercice, je me le suis approprié hier. Je l'ai utilisé hier dans un atelier. Ça a très bien fonctionné. Tu nous as très bien montré d'ailleurs, je trouve, la réappropriation que tu te fais de ces techniques. Comment on peut en garder l'essentiel, se les approprier. C'est rarement fait. Soit on nous raconte que ça a été fait, ça a marché comme ça. Là, on a la méthodo, elle est mise en application, et quelque part, presque une invitation à s'en saisir, en tout cas, ce que j'ai fait. Donc, merci. Et puis, moi, j'ai été particulièrement sensible. Moi, mon travail, c'est d'interroger des utilisateurs. Je suis dans la micro, moi, data. Et donc, j'ai été particulièrement sensible à cette deuxième partie-là, sur toute la petite data et le diable dans les... Enfin, diable dans les détails? Non, c'est pas le diable. Enfin bon, un truc dans le détail qui m'a particulièrement séduite. Voilà. Et donc, pour moi, cette suite répond particulièrement bien aux 3 points que je voulais partager lors de cet échange. C'était il faut faire savoir que nous avons un problème. Donc, oui à l'article scientifique, oui aux petites data et à tout ce qui peut leur donner davantage de corps. Il y a une petite remarque qu'on pourrait entendre, c'est que sur tes 52, dans l'expérience précédente, avec la box, oui. Sur les 52 qui en est 13 qui relèvent du genre, des questions de genre, on est à l'ANSI, c'est normal. Il y a un biais, énorme.
On n'est absolument pas. Et ça vaudrait le coup de l'écrire quelque Oui. part. Je suis mon consciente terrain, c'était l'ANSI. qu'on est à Oui. l'ANSI. Parenthèse. Oui. Et puis, évidemment, rester dans ces pratiques de recherche-action, je trouve que c'est ce que tu as mis en place là, c'est vraiment ça. Et moi, je l'ai rarement vu aussi bien incarné, la recherche-action. On essaye et on fait en même temps. Donc, j'ai trouvé ça très, très bien. Et dernier point, la cohérence. Cohérence du bout en bout, jusqu'à ce choix de typo qui est expliqué dans la dernière page où Oui. on a une... Voilà, c'est droit, quoi. Donc, bravo. Moi, je salue. Merci beaucoup. Alors moi, c'était un petit peu complexe pour rentrer dans le sujet, parce que bon, je suis pas une femme déjà, moins concernée. Mais en tout cas, le sujet qui est vraiment d'actualité dans les médias et partout m'a attiré mon attention sur l'approche de la data. Je m'étais jamais posé la question de l'objectivité des data, parce qu'on est tous sujets à ça. Et me poser la question, est-ce que finalement ces datas, elles sont, comme le mot que tu utilises, il y a une certaine inégalité dans leur traitement. Et je me suis posé la question de leur provenance. Qui et pourquoi on sélectionne des datas au départ et dans quel but? Alors c'est vrai qu'il y a des organismes que je ne connaissais pas, d'activistes, sur ça. C'est une découverte pour moi. Et je me suis dit, mais au-delà du problème que tu pointes, est-ce que globalement, il y a dans la société des problématiques de data qui ne sont pas soulevées, dans d'autres domaines, dans le handicap, dans l'éducation, il y a beaucoup de sujets. Et je me dis, mais si ça se trouve, on passe au-dessus sans rentrer dans le détail. Et là, par l'approche que tu as, en invitant le design sur cette question, moi, en tant que designer, ça me questionne. Comment je peux contribuer à ça? Et je pense que tu as pris un sujet, je trouve le sujet intéressant, qu'on peut appeler le design thinking, hein, c'est-à-dire le questionnement, la création, la représentation. Et je pense que, à notre niveau, à tous les niveaux, toutes nos relations, toutes nos collaborations font apparaître des opportunités de percevoir des données qui ne sont pas aujourd'hui renseignées, enregistrées. Et c'est, à mon avis, bénéfique pour les projets. Et en tout cas, voilà, tu m'as un peu ouvert l'esprit sur ce sujet. Et moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Et ce qui est bien, c'est que tu l'as représenté à la fin, donc ce qui est ici, donc des représentations graphiques et formelles. Et moi, je posais la question, est-ce que ce n'est pas une démarche artistique de la part de ces acteurs qui vont créer, plus que des designers? Or, en fait, tu fais appel à une démarche très logique du design pour représenter. Et peut-être ça invite plus une réflexion sémiotique du choix du langage formel pour exprimer des critères, d'une interprétation, qu'est-ce qu'on veut comprendre. Et en fait, ça invite à une réflexion sur la question initiale de qu'est-ce qu'on veut représenter et pourquoi on l'a fait comme ça. Et je pense que ça vaudrait vraiment le coup de faire un petit lexique de langage entre le questionnement et la représentation lié à la data. Sans parler de ton sujet gender data particulier, mais globalement sur la data. Je te remercie en tout cas pour cette réflexion. Merci beaucoup. Que rajouter? Moi, je me suis senti concerné parce que je suis addict au café et au chocolat. ça m'a fait mal, mais je me dis, là, j'ai peut-être trouvé une voie pour corriger mon addiction. Enfin, je suis pas sûr, mais non, moi, encore une fois, je me suis régalé.
Euh, tu insistes. Voilà. Non, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et je crois qu'on a eu la chance d'assister à une deuxième masterclass. Voilà, sur un sujet qui nous dépasse, moi qui me dépasse un peu. Et donc, j'ai eu l'impression que j'ai eu le sentiment d'être ramené vraiment à terre sur la réalité, parce qu'on doit s'intéresser davantage à ce qu'on fait de ces données, de nos données. Et tu as parlé d'objectivation, d'activation. Je trouve que c'est vraiment un propos. Donc moi, j'ai appris plein de choses. Et dans ce que tu nous montrais juste avant sur la viscéralisation des données, je pense qu'effectivement, là, il y a une voie pour nous faire réagir concrètement. Moi, je suis économiste de formation et gestionnaire, et on a une vraie difficulté aujourd'hui à rendre compte de ce qu'on produit en termes de données aussi, quoi. Aujourd'hui, c'est dans des rapports, dans des tonnes de rapports avec plein de pages que les gens ne lisent plus. Et puis, lorsqu'on les lit, parce qu'on arrive on a même en termes de création d'entreprise ou de développement d'entreprise, on a nos visual business plans. Mais voilà, même si c'est 4 à 5 pages, on ne les lit pas, quoi. On s'arrête sur quelques données, on ne prend pas vraiment conscience. J'ai bien aimé ta référence aussi. Je trouve que ton travail participe à une conscientisation voilà, d'une réalité qui nous dépasse. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en économie ou en gestion, on parle beaucoup de data, de visualisation de données. Mais toi, tu vas plus loin. Tu nous aides tu nous sensibilises à l'enjeu de la matérialisation de ces. Et je trouve que c'est une voie intéressante. Et en t'écoutant, en lisant aussi ton rapport, moi, je pense que ça va déjà changer ma pratique et la manière dont je peux rendre compte à mes étudiants de l'importance aussi de la donnée. Je pense, vous avez assisté, je crois que c'était l'année dernière, la conférence de Timothée Paric. Je trouve que, moi j'ai fait le parallèle. Je dis voilà, comment faire prendre conscience aux gens de l'urgence à transformer nos activités, nos pratiques. Et je pense que là, il y a un détour. C'est pas simplement un détour qui me semble vraiment, vraiment intéressant, quoi. Donc un grand merci pour ça. Et puis oui, je rebondis. J'ai l'impression que tu as vraiment pris à bras le corps ce programme. Et c'est vrai que ta soutenance, ton travail est la démonstration que tu as saisi tout ce qu'on pouvait t'offrir dans le cadre du programme, mais aussi à l'école, à travers les rencontres. Ce que j'ai trouvé passionnant aussi, c'est toutes ces références iconographiques qui se retrouvent dans la production. Il y a dans la formalisation, mais dans la recherche formelle, vraiment un grand bravo. Merci beaucoup. Une petite question comme ça. Non, on n'a pas posé de question. Oui, j'ai quand même... si tu reviens sur le cycle de vie de la donnée, j'étais un peu surpris parce que... Oui, s'il y a une question moi, qui m'a un petit peu surpris, parce que bien sûr, il y a pas mal de travaux sur le cycle de vie. Oui, il y a 4 étapes, on peut en trouver plus. Oui. Et ce qui amène des questions aussi de conservation de la donnée, de rendre accessible la donnée, de la valorisation. Donc on va très vite sur des questions aussi économiques. Mais donc c'est pas vraiment une question, mais j'étais un petit peu surpris, voilà, que tu t'arrêtes à cette représentation autour juste de 4 données, ouais. de 4 étapes, ouais. Alors qu'il y en a d'autres. Ouais. Et donc c'est peut-être pour moi la petite limite, c'est rappeler aussi les enjeux, mais un peu plus large, institut. Voilà, cette dimension économique que j'ai pas trouvée aussi sur des enjeux de valorisation, qui permet d'expliquer quand même certaines choses, et un peu plus en profondeur sur la mise en contexte. Voilà. C'est pas vraiment une question, mais quoique, mais j'étais un peu surpris. Alors je me dis, non, elle a choisi, un peu comme ta camarade précédemment, non, elle a choisi cette représentation du cycle de vie, justement pour pas aller sur ces autres questions. Oui. Mais bon. Non, mais c'est vrai que, en fait, norme. Oui, pardon.
En fait, effectivement, normalement, sur le cycle de vie de la donnée, en plus, généralement, on est plutôt à 7 ou 8 étapes, effectivement. C'est ce que je dis dans mon mémoire. Et c'est vrai que finalement, dès le début, je m'étais dit que j'allais faire avant la collecte et la représentation pour mes expérimentations. Et donc, je me suis quand même astreinte à justement essayer de voir tous les biais à d'autres endroits. Mais effectivement, là, ce qui transparaît, c'est uniquement ces 4-là, parce que c'était là où c'était le plus pertinent, où il y avait le plus de biais et où je pouvais voir ces biais-là. Oui, moi je me questionne, parce que j'ai l'impression que sur les autres étapes aussi, il y a beaucoup de biais, qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Et c'est pour ça, voilà, d'où la petite limite. Je voudrais juste revenir justement sur le dernier point qui est la capacité de représentation, et c'est ce que tu as peut-être découvert ici à l'ENSI, le design, des outils du design. Et je trouve ça intéressant, peut-être pour toi, pour ta suite, de transposer ce travail sur la représentation de la data, ce que je disais tout à l'heure, formellement et graphiquement, et ça peut peut-être nourrir d'une nouvelle perspective. Je pense aux instituts de sondage qui représentent des chiffres, etc. Peut-être de proposer des modèles de représentation différents basés sur ton travail. Et là, tu nous as montré 2-3 exemples, donc des exemples qui faisaient partie de tes recherches, mais tu as fait un exercice par toi-même. Moi, je t'invite à continuer de travailler là-dessus, alors peut-être à l'ENSI ou dans d'autres ateliers, dans des Fab Labs, mais de poursuivre ta créativité autour de ces modèles de représentation de choses qui sont complexes, la data, et qui pourront servir d'autres acteurs de l'économie réelle pour présenter des choses que les gens ne sont pas prêts à entendre. Ok. Et moi, j'ai une demande. Bon, Geneviève est là. Mais c'est vraiment de faire un atelier d'écriture de micro-fiction. Voilà. Oui. Avec cet enjeu aussi, peut-être, de matérialiser les premières données, les premières... avec le groupe, avec le nouveau groupe, je trouve que ça serait vraiment super, quoi. Parce qu'en plus, vous avez soulevé votre promotion, le besoin d'un atelier d'écriture l'année dernière, et je trouve que ça serait vraiment une super idée, quoi. Avec plaisir. Merci Laurane, qui arrive dans notre champ de vision un petit peu comme un boulet de canon, parce qu'effectivement, très discrète, qui j'y ai pas touché. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un gros travail de fond très engagé, très militant, et servi par un propos qui est posé par la preuve. C'est pas juste ça m'a pris. Non, il se passe des choses et il faut que vous le sachiez. Donc ça, bravo. Concernant le parcours en contrat de professionnalisation, visiblement, ça t'a permis d'expérimenter de nombreux sujets et facettes de l'entreprise et de son activité. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que visiblement c'est aussi un hôte qui avait beaucoup de choses à donner et beaucoup aussi à recevoir de toi. Donc ça, je salue des deux côtés. Réflexion, conception, animation, itération des dispositifs, ça montre une mise en œuvre du design dans les processus d'innovation qui est réelle. Ton rapport est clair et enthousiaste. Rassurez-vous, elle a adoré. Vous l'avez adoré, mais elle a adoré aussi. Et puis, je pense par contre que tu pourrais aussi quand même poursuivre ton analyse stratégique et critique. C'est-à-dire que... Mais ça, pour nombre d'entre vous, ça s'est bien passé. Et heureusement, le contrat de professionnalisation. Donc, vous êtes tout content et vous me dites, ça s'est super bien passé. Oui, je suis contente. Et maintenant, pourriez-vous me donner un insight, un entrant d'expert en stratégie d'innovation par le design sur pourquoi ça s'est bien passé, qu'est-ce qui aurait pu aller mal, qu'est-ce que vous en retirez, comment vous ferez la prochaine fois. Voilà. Donc ça, je t'invite à prendre cette posture-là parce que c'est super important. Au-delà de tout ce que vous allez voir plein de choses et je pense que dans 5 ans, vous serez encore en train de vous dire « Ah, mais ce jour-là, où ils m'ont dit ça à l'ANSI ». Moi, je sais que c'est un effet de l'école, pour l'avoir vécu aussi personnellement. On débug le truc, les idées se remettent en place au fil des années. Mais ça va plus vite et c'est plus facile si on prend des temps de retour sur ce qu'on a fait. Je dirais pas de méditation, mais presque. Voilà. Merci en tout cas. Okay. Merci beaucoup. Xavier, tu as envie de rajouter quelque chose ? Non. Finalement, je l'ai dit. Okay, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Laurane. On est dans les temps.
Merci à la régie, à Marcelin. Voilà, on se retrouve en ligne tout à l'heure à 14 h pour le jury suivant. Là, on va vous inviter, cher public, à sortir pendant qu'on délibère avec beaucoup de suspense sur le travail de Laurane. Merci. Merci. Je vais rajouter, c'est qu'on a